Il existe quelque part une ville où des dirigeables flottent encore au-dessus des clochers. Et où des créatures marines bienveillantes mais un peu kleptomanes s'introduisent la nuit dans les musées. Et où des dossiers secrets s'échangent dans des jardins perchés. Cette ville a pour nom New Cherbourg et c'est l'endroit que deux auteurs de bande dessinée ont choisi pour planter leurs histoires. Patience. On oublie souvent que les villes ont en commun avec les rêves d'être faites de désirs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live Bubble. Aujourd'hui, je suis en compagnie de plusieurs personnes. Alors, vous avez Romuald Reutemann et Pierre Gabu qui sont les auteurs de New Cherbourg Story. Donc, ils vont nous parler de leur série qui est publiée chez Casterman, dont le tome 3 arrive le 20 octobre. Mais nous avons aussi Anthony Piquenot, qui est le concepteur de l'univers virtuel de New Cherbourg Story et qui va nous expliquer un petit peu comment il s'est approprié donc l'univers de la bande dessinée pour en faire autre chose côté réalité virtuelle. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va parler tous ensemble donc, de New Cherbourg Story au sens très large, mais je vais en dire quelques mots pour ceux qui arrivent sur le live et qui connaissent peut-être pas encore la série. C'est une série fantastique qui s'ancre dans la ville de Cherbourg, mais qu'elle réinvente avec une touche un peu rétro-futuriste. On peut y croiser des robots géants, des agents secrets, des intelligences sous-marines, on a des quartiers réinventés, on a des anecdotes locales revisitées, et bien sûr les lieux historiques réinterprétés. C'est une approche un peu surprenante, excitante on va dire, aux inspirations outre-Atlantique, on y reviendra aussi, dans un écrin un peu franco-belge, qui fait suite à leur passionnante série Cité 14, dont on pourra reparler également ensemble. Donc New Cherbourg Story, c'est en plus de la bande dessinée, plusieurs projets collaboratifs, c'est un univers que les auteurs ont voulu ouvert, donc ils vont nous expliquer ça. Il y aura peut-être en préparation donc un roman, un jeu de plateau, et donc cette fameuse réalité virtuelle. Je l'appelle réalité virtuelle, mais c'est peut-être pas le bon mot. Anthony pourra bien préciser ça, je le vois sourire. Bref, on a 1 heure ensemble pour en discuter. Je ne fais pas plus long, et en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ils apparaîtront à l'écran, et les auteurs pourront directement vous répondre. Je vais poser une première question pour lancer la discussion à Romuald ou Pierre. Comment est arrivée cette histoire? Comment, après Cité 14, vous êtes parti sur réinventer Cherbourg? Pierre, tu veux que je commence? Vas-y, commence. Ouais. C'est-à-dire qu'on voulait continuer quelque chose dans l'esprit de Cité 14, mais sous une autre forme. Et j'ai toujours été intéressé par le feuilleton, en fait, le rapport entre la bande dessinée et le journal, le quotidien, quoi. C'est-à-dire que c'est une manière pour moi, qui m'a toujours paru efficace de fédérer les lecteurs, en fait, parce que c'est quand même une difficulté aujourd'hui de faire en sorte d'avoir des lecteurs réguliers, quoi. Et le journal me paraissait un bon système, même s'il y en a de moins en moins, enfin que le journal se lit moins qu'avant. Mais à Cherbourg, il y a le journal local le plus lu, la Presse de la Manche. Je crois que c'est autour de 70 000 lecteurs par jour, donc un peu bêtement, je me disais, si parmi les 70 000 lecteurs, il y en a un certain nombre qui pouvaient apprécier ce qu'on faisait, si on faisait un album derrière, peut-être ça allait peut-être plus facile à vendre, quoi. Mais il fallait trouver un projet intéressant, fédérateur, qui à la fois puisse convenir à la Presse de la Manche, le journal, qui est par définition un peu tout public, et puis trouver un thème qui plaise aux gens, quoi. Et en fait, peut-être que donc, Pierre présente le journal, et peut-être que le moyen le plus simple de fédérer les gens, c'est de parler de ce qu'ils connaissent, et pourquoi pas de leur ville, quoi. Et donc voilà, à partir de là, on a fait une réunion avec la mairie et la Presse de la Manche, et on leur a proposé ça, et ils ont accepté tout de suite. Et donc voilà, le projet est né comme ça. Et la première difficulté, c'était quel Cherbourg on faisait. Et il s'agissait de savoir vu que ça se passe dans les années 30, c'est-à-dire que les années 30, je ne sais pas comment l'expliquer, à Cherbourg, il y a une espèce de colline avec un fort qui est un truc vraiment évident à Cherbourg.
Et dedans le fort, il y a un musée de la Libération. Et dès qu'on a commencé à imaginer la bande dessinée, j'ai vu un hôtel de luxe à la place du musée de la Libération. Et donc, s'il y a un hôtel, c'est qu'il n'y a pas de musée de la Libération, donc c'est qu'il n'y a pas eu la guerre, donc on est avant la guerre. Vous voyez, c'est un peu une espèce de marabout de ficelle, quoi. Et donc, à partir de là, on s'est retrouvé avant-guerre. Et vu que dans Cité 14, on était déjà un petit peu dans cette période-là, bon, on a continué, tout simplement. On a déroulé le fil. Et puis voilà. Et donc, on s'est demandé si on reconstituait la ville. Mais en fait, ça a tellement changé qu'on s'est dit que ça allait être difficile peut-être de s'y retrouver, notamment pour les jeunes lecteurs. Et donc, on a pris le parti de se baser sur le Cherbourg existant, qu'on a complètement transformé, maquillé d'une certaine façon, avec une esthétique urbaine des années 30 et à la fois new-yorkaise, pour faire référence à l'espèce d'épopée transatlantique qu'il y avait entre deux guerres à Cherbourg, puisqu'il y avait énormément de migrants, il y avait tous ces grands paquebots, les voyageurs qui passaient d'un continent à l'autre. Il y avait vraiment un énorme trafic. Par exemple, autour des années 25, il y avait 50 000 migrants par an qui passaient par Cherbourg, quoi. Donc voilà, on a développé ça à partir de ça. Et Pierre, Alors moi, oui. Oui, moi, ce qui m'amusait beaucoup au début, c'était justement le côté à la fois le journal, donc de paraître dans un journal tous les jours, d'avoir une page tous les jours dans le journal pendant un mois ou pendant 15 jours au début, et puis après de faire un petit fascicule, parce qu'au départ, la première parution, c'était un petit fascicule qui était vendu avec la presse dans le même réseau que la presse de la Manche. Et donc, ces deux formules-là me plaisaient beaucoup. Et en plus de ça, c'est vrai que entre Cité 14 et New Cherbourg, on a passé une longue période avec Romuald à chercher, entre guillemets, des éditeurs, quoi. Donc, ce projet, au départ, ça a été aussi un projet, on essaye de se débrouiller tout seul sans éditeur. Et donc, il y a Romuald qui a eu l'idée d'utiliser Cherbourg, parce que Cherbourg, ça a plein de possibilités au niveau romanesque, parce que c'est une ville qui est... alors, je dis pas que c'est la plus belle ville, qu'elle est plus belle qu'une autre, mais il s'y est passé un certain nombre de choses, et puis il y a des espaces vraiment ouverts, il y a le port qui est gigantesque, il y a le parc de la Fauconnière qui est vachement intéressant, il y a l'hôtel Atlantique, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent amener assez facilement des récits assez originaux, et puis il y a la mer juste à côté. Donc on s'est dit on va aller à fond là-dedans, et puis au moins on va réussir à faire une BD locale, puisque toutes les villes ont leur BD locale. Oui. Sauf que généralement, leur BD locale, elle est pas aussi bien dessinée que celle de Romuald, loin de là, généralement. Et qu'en plus de ça, souvent, c'est hyper didactique. Ça raconte l'histoire, en accéléré l'histoire de la ville, ce qui est souvent un peu barbant. Tandis que là, l'histoire de la ville se prêterait aussi à ce genre de BD, mais sauf que si on la travestit un peu, qu'on la prend un peu en déconnant, c'est encore plus juteux, encore plus rigolo. Donc en fait, on s'est dit, on va faire une BD qui au moins va plaire aux Cherbourgeois, et on va essayer de la vendre aux Cherbourgeois. En plus, très rapidement, on a un gros éditeur qui a accroché, et donc le truc qui était au départ, on n'a pas vraiment cherché à le caser chez un gros éditeur. Non, c'est une proposition de Casterman, hein. Et donc pour ceux qui ont les fascicules, je crois que le tome 1, ça regroupe les deux fascicules, c'est ça, oui. Les deux fascicules. Oui, tout à fait. Ouais. Mais il y avait quand même, est-ce qu'il y avait une recherche, parce que je me souviens de Cité 14 où vous travailliez aussi sur des petits fascicules. Oui, tout à fait. Donc il y avait quand même une envie de faire ce format-là, de garder ce format-là. Oui, en fait, c'est un petit peu je sais pas si c'est juste ou pas, mais de mon point de vue, la bande dessinée, c'est quelque chose d'un peu trop luxueux, quoi. C'est un peu cher, il faut aller dans des gueules spécialisées. Et moi, j'aime bien la bande dessinée populaire. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a essayé de retrouver avec Pierre, quoi. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas parce que nous, ça nous fait plaisir que ça fait quelque chose. On peut pas décider comme ça que la BD se vend d'une certaine façon.
Et il faut être accompagné, c'est-à-dire que si on est tout seul dans notre coin à dire ah ben non, nous on la veut comme ça, ok, tu la veux comme ça, mais nous on n'en veut pas, donc ça va pas se vendre suffisamment. Donc voilà, il y a des concessions à faire, quoi. Et il faut dire aussi qu'au début, on n'était pas très ambitieux, comme justement, on savait qu'on n'avait pas d'avance sur droit ni rien du tout. Ben, la BD, le premier épisode, le premier fascicule, on l'a fait sans savoir si on allait, sans avoir de certitude de revenus. Donc, ça a été fait en même temps que Romuald préparait à essayer de vendre, entre guillemets, le concept aussi d'une expo avec la ville. Donc, ça a été une espèce de tout au début. Et c'est vrai que la BD n'était pas hyper ambitieuse parce qu'on ne savait pas si on allait aller plus loin que le premier fascicule, en fait. Mmh. Donc, c'est vrai que Casterman nous a amené à la fois une plus grosse visibilité, et puis en plus, on a des avances, quoi. Non, et puis Casterman nous a montré aussi que notre histoire, nous, on est à peu près persuadés que ça allait intéresser que les Cherbourgeois. Voilà, quand Pierre disait qu'on n'avait pas beaucoup d'ambition, oui, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que nous, on pensait déjà plaire aux Cherbourgeois, et c'était pas mal, quoi. Mais voilà, Casterman nous a montré que si, ça pouvait plaire. Et de fait, on en est à la 4e édition du premier volume. Ça sort en Allemagne à la rentrée, et donc a priori pour nous, c'est très surprenant. Moi, voilà, ça me surprend toujours en fait que les Allemands qui connaissent pas Cherbourg ou quoi, même pour la plupart des lecteurs, s'intéressent à ce truc-là. Pour moi, c'est encore un peu un mystère. Et toi, justement, Anthony, donc tu connais Cherbourg puisque je crois que tu y es aussi. Comment tu as connu le projet, toi? Est-ce que c'est dans la presse? Est-ce que vous étiez copains avant? Comment tu es arrivé dans l'aventure? Alors moi, je suis arrivé vraiment par hasard, entre guillemets. J'ai entendu parler du projet à la sortie du premier comics, vraiment au début. La parution avait été faite déjà dans la presse, c'est le premier comics. Donc j'ai acheté le comics, j'ai lu et ça m'a plu. J'ai tout de suite accroché à l'univers. Au fait, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est cette approche comme base le réel, en fait. C'est de se dire que on va aller s'appuyer sur un univers réel, mais par contre on va s'en éloigner pour vraiment créer une base narrative complètement différente. Et on va s'appuyer sur des personnages et j'ai tout de suite vu un potentiel là-dedans parce que moi c'est un peu mon métier de jouer un peu comme ça avec les univers, de jouer à la fois avec le réel mais surtout aussi avec le virtuel, de créer des ponts, ça m'a toujours intéressé. Et donc voilà, j'ai pris contact avec Romuald et vraiment par hasard, et puis c'était le premier comic, était surtout centré sur le Roule Palace. Et je lui ai proposé de commencer à construire un peu l'univers en 3D avec le Roule Place et de commencer à jouer un peu avec ça et de voir ce que ça donnait tout simplement, quoi, sans prise de tête, mais d'y aller tranquillement et d'avoir un autre outil aussi. Parce que le fait d'avoir comme ça une bande dessinée, on est sur un cadre très fermé parce qu'on est sur un cadre dessiné forcément. Donc moi c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que il faut forcément que tout ce qu'on imagine doit forcément être en 3D, on doit être capable de tourner autour, on doit être capable d'aller voir ce qui se passe derrière les murs un peu. Et c'est ça qui était intéressant, c'était à la fois aussi un outil pour la bande dessinée, un outil pour la 3D, c'était aussi de pouvoir se servir comme ça de ce médium-là d'une manière un peu différente aussi. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et du coup, pour vous, Pierre et Romuald, est-ce que c'était un premier projet qui allait étendre l'univers ou vous aviez déjà pensé à étendre cet univers ? Moi, le concept d'univers, c'est déjà quelque chose auquel je pensais quand on a commencé Cité 14. Je pensais que c'est comme ça que ça allait fonctionner, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours un questionnement par rapport au métier d'auteur, la façon de vivre des choses, quoi. C'est que la bande dessinée en elle-même, sauf succès, ça suffit rarement, quoi. Et donc, je me disais que si on arrivait à développer simultanément des choses autour du même univers, peut-être que tel développement allait entraîner de l'intérêt pour les autres, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Et donc, voilà, quand Anthony a proposé ça, de toute façon, pourquoi dire non? Ça nous prive de rien. Nous, on fait la BD, c'est notre truc.
Pierre, il fait le scénario, je le dessine. D'un côté, moi, je fais des illus sans Pierre. Et puis Anthony, il fait de la 3D, mais nous, juste, on regarde ce qu'il fait. Enfin, on supervise histoire de coordonner tout le monde, en fait. Donc, non, pour moi, c'est vraiment très, très intéressant. Mais il y a d'autres développements comme ça. Il y a un roman, on pense à un jeu de plateau, un jeu de cartes, enfin, des choses comme ça. Et on ne sait pas trop où ça nous mène. Disons que c'est une matière ouverte. Et vu que c'est quelque chose de localisé, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les créateurs locaux, quoi, qui ont envie de jouer avec nous, entre guillemets, voilà, il y a cette possibilité du moment que tout le monde est raccord, quoi. Parce que ça c'est quand même important. C'est-à-dire qu'un personnage, il est comme il a vécu ce qu'il a vécu, et on ne va pas lui faire vivre autre chose, parce que sinon, c'est pas cohérent, quoi. Donc, il faut quand même faire très attention à tout ça. Mais ça reste un truc vraiment intéressant. Et je pense que, par exemple, mes illustrations, donc c'est des images que je fais tout seul dans l'univers de Nu Cherbourg, Oui. mes illustrations intéressent des personnes qui ne t'intéressent pas forcément à la bande dessinée. Mais c'est une autre porte d'entrée, quoi. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la bande dessinée qui peuvent très bien s'intéresser à Nu Cherbourg par d'autres portes d'entrée, pour peu qu'on leur propose, quoi, qu'on les leur propose. Et ça, du coup, c'est assez inhabituel. Là, vous parliez tout à l'heure de Casterman qui vous a proposé de vous éditer. Comment vous travaillez avec votre éditeur, du coup, sur ce projet-là? Comment il vous laisse la main sur certains projets? Comment ça se passe? C'est assez inhabituel, je trouve, pour les éditeurs de BD. Bah, étant donné que le premier album, enfin, Casterman nous l'a proposé alors que l'album était déjà, enfin, les deux premiers comics, je sais plus, Pierre, le deuxième était déjà fait? Le deuxième était pas. En fait, le premier était fini depuis. Je ne sais même pas si. Il me semble que Gaëtan a dû te contacter. Peut-être pendant le premier, mais de toute façon, pendant le premier comics, c'est vrai qu'ils ont été complètement spectateurs. Le deuxième, ils étaient un peu plus spectateurs, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, ils étaient déjà. Gaëtan était déjà là, et en même temps qu'on a publié le deuxième, c'est vrai qu'on lui avait soumis les planches, et que même à la rigueur, il nous a fait changer la dernière page. Je sais que moi j'ai changé quelque chose dans la dernière page, justement parce qu'il me l'avait demandé à propos des baleines, et il y a deux cases qui n'étaient pas tout à fait pas tout à fait pareil que ce qui est paru. Donc il était là pour le deuxième. Il n'avait pas vraiment de rôle éditorial, mais on lui avait quand même fait lire, et il avait quand même donné son avis à la fin. Après, c'était quoi déjà ta question? C'était qu'il vous laisse pas. Ouais, en fait, ouais, c'est-à-dire que en fait, Anthony était là déjà, c'est-à-dire que ces choses-là. Alors oui, Anthony était déjà là, c'est sûr. Ce qui était réglé, c'est on a modifié un petit peu le tirage, parce que comme on savait qu'ils allaient nous reprendre après, oui. Le premier fascicule, on l'avait tiré à 3000 exemplaires qu'on a vendu, et pour pas leur savonner la planche au début de leur reprise, on a tiré exprès le deuxième à un petit peu moins d'exemplaires pour être un peu beau joueur avec eux, puisqu'ils nous reprenaient, etc. Par contre, c'est vrai qu'on avait une position qu'ont pas les auteurs quand ils proposent un projet à un éditeur, c'est que nous, le projet, il existait déjà et il fonctionnait bien avant qu'ils arrivent. Donc, on n'a pas demandé d'avance sur le premier album qui reprenait les deux fascicules, ce qui fait qu'on a tout de suite touché des droits d'auteur, ce qui maintenant est entre guillemets rare. Oui. Et c'est vrai qu'on avait, dès le début, dans le tout premier contrat qu'on avait fait, on avait dit qu'il y avait un jeu vidéo qui était en cours, qu'on réfléchissait à une pièce de théâtre, et que... C'était quoi la troisième chose? Et puis il y avait l'exposition avec les images où il n'avait rien à voir, quoi qu'il arrive. Tu vendais tes images comme tu le désirais, sans qu'ils aient rien à réclamer. Donc en fait, dès le début, on avait un contrat qui était meilleur, je pense, que la plupart des contrats d'édition. Mais c'est un peu logique, parce que nous, ça fonctionnait un petit peu avant qu'ils arrivent quand même. Ils ont pris un peu le train en marche.
Mais bon, ils ont été, enfin, vraiment, enfin, l'échange a vraiment fonctionné. Et Il y a- oui, on le regrette pas du tout parce qu'en fait, ça pouvait pas fonctionner plus longtemps la manière dont on le faisait, étant donné que c'était parce que tout le monde était gentil avec nous, entre guillemets. C'était parce qu'il y avait un ami de Romuald qui voulait bien éditer le fascicule. C'était parce que les libraires de Cherbourg ne prenaient pas de marge. Mais on ne peut pas demander à des libraires de ne pas prendre de marge sur un truc qui fonctionne ad vitam aeternam. Donc, en fait, le fait qu'on soit chez Casterman, à la fin, ça nous arrangeait quand même. Oui. On n'a pas. C'est normal qu'on ait eu des conditions particulières et en même temps, on est quand même content d'être chez Casterman. On est, parce que ça fait prendre une autre ampleur en fait à la BD qu'on supposait pas au départ. Mhm. Est-ce que du coup, Anthony, tu peux nous préciser un petit peu, alors du coup, quelle est la finalité toi de ton projet, en fait, comment parce que là, tu travailles dessus, tu as montré des choses. Là, j'ai mis un extrait d'une vidéo qu'on peut retrouver sur le site officiel New Cherbourg Story. Vous pouvez en voir un petit peu plus. Il y a une démo, mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors bah, déjà mon rôle dans New Cherbourg Stories, c'est vraiment le rôle par rapport aux outils numériques, c'est-à-dire que moi, c'est par rapport à ce qui m'intéresse, c'est toujours cette passerelle, c'est d'essayer d'aller chercher ce support et de l'envoyer un petit peu aussi vers des technologies aussi un peu enfin pas plus modernes, mais plus interactives en tout cas de manière numérique. Mhm. Et donc de cette façon-là, on avait commencé par modéliser, par créer le Rule Palace. Et donc là, la finalité par rapport à ça, c'est de construire New Cherbourg en fait. On a commencé avec ce bâtiment quand j'ai fait la démonstration au musée en réalité virtuelle du Rule Palace. C'était on a commencé par un bâtiment, par un intérieur, et voilà. Et on s'est rendu compte que alors, la réalité virtuelle a ce défaut, c'est qu'elle est assez élitiste, on va dire, dans son support. C'est qu'il faut mettre un casque, c'est assez isolant. Mhm. Les personnes sont les seules à être emmenées dans cet univers-là. Donc, j'ai révisé un petit peu la copie et puis en parlant aussi un peu avec Romuald. Donc, le projet pour moi était terminé après la création du Rule Palace en tout cas. Mais on s'est dit, voilà, il faut continuer ce support et il faut essayer de continuer à construire en tout cas New Cherbourg. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir un petit peu à un support qui soit qui permette à plus de gens d'aller découvrir un peu l'univers. Et on s'est tourné tout de suite vers le web, en se disant, voilà, le plus simple en tout cas pour les gens serait d'avoir un site internet dans lequel on pourrait regrouper, avoir l'univers et avoir les infos, les news et tout ça de l'univers, un site promotionnel traditionnel, avec une boutique en ligne dans lequel on pourrait avoir les illustrations, ce genre de choses. Et aussi à côté de construire cet univers de New Cherbourg et de permettre aux gens de faire partie un peu de cet univers aussi en construisant l'environnement virtuel, en tout cas de New Cherbourg. Donc j'ai commencé à travailler sur une map avec une techno qui s'appelle Mapbox, qui est un site internet. En fait, c'est clairement ce qu'on est en train de refaire, c'est un Google Maps, mais complètement irréel. C'est-à-dire que c'est de transformer la ville de Cherbourg en la ville de New Cherbourg. Donc changer les noms des rues. Enfin après c'est moi ce que je propose là-dedans, c'est uniquement l'outil, c'est-à-dire que je propose la création de l'outil qui permette après aux auteurs d'aller s'amuser avec ça, justement pour aller ouvrir un petit peu le champ des possibles par rapport à ce que aussi pourrait être fait de manière narrative. Donc changer les noms des rues, changer les bâtiments, recréer complètement la ville, recréer les bâtiments de New Cherbourg. On a commencé par un quartier qui est en cours de création, là, qui s'appelle le Quai du Sud. Donc dans ce quartier qui est un quartier de Cherbourg qui est la place de la Criée en fait de Cherbourg, donc avec les Éléis, avec un centre commercial. Donc on est en train de recréer complètement l'univers de New Cherbourg, en tout cas en s'appuyant sur ce quartier là. Et voilà, et donc de fil en aiguille, donc c'était
au début, en fait, c'était purement numérique. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire une map en ligne, voilà, dans lequel on allait visiter New Cherbourg. On allait pouvoir jouer aussi, donc il y a des surprises qui sont prévues sur le site internet, hein, avec des énigmes. Enfin, moi, je suis un fan aussi de géocaching. Donc, le géocaching, c'est une des pistes aussi de développement pour proposer des énigmes, des choses comme ça sur l'univers un peu de New Cherbourg, des jeux d'enquête en fait dans la ville de New Cherbourg, avec comme base le site internet et la map en ligne. Voilà, après avec un système de QR code, des choses. Et donc, et de fil en aiguille, en fait, en créant les bâtiments, je trouvais qu'il y avait une possibilité quand même de proposer un circuit un peu plus collaboratif en fait sur le projet. Et en discutant avec Romuald, là encore, on s'est dit il faudrait pouvoir proposer en fait aux gens de contribuer un peu à la création de cet univers via des goodies, via des rétributions en fait, hein, qui seraient des objets qui seraient dérivés un peu de l'univers. Et donc on a proposé aux gens, en fait, l'idée c'est de proposer aux gens d'aider à construire les quartiers de New Cherbourg, à construire New Cherbourg, mais pas uniquement de manière virtuelle. C'est-à-dire que là, en fait, il y aura une partie site internet avec donc la map en ligne et une partie de ce qu'on appelle en fait des bâtiments en paper fold. C'est-à-dire que c'est de s'appuyer sur la création des bâtiments qui sont faits en 3D pour en faire des kits de papier à découper. Parce que voilà, donc moi c'est quelque chose que j'ai assez découvert assez récemment, le papier à découper, et que je trouve très sympa. Et il y a ce côté un peu comme disait Romuald, ce côté un peu désuet aussi du papier à découper qui colle assez bien à ça. Et donc l'idée, c'est de recréer le plan relief qui serait associé à la map en ligne, en fait, de recréer un plan relief à partir des bâtiments qui sont faits en 3D. Donc forcément, ça change complètement le process de création des bâtiments, parce que là, on arrive dans une logique de simplicité complètement. Et c'est ça qui était intéressant justement. C'est aussi pour ça que on a souhaité partir un peu là-dessus. C'est que on s'est rendu compte quand voilà, on commence par un bâtiment et le bâtiment forcément, déjà, il faut réfléchir au bâtiment, parce que quand c'est un bâtiment qui est vu dans la bande dessinée, c'est plus facile, mais quand c'est un bâtiment qui est réel, mais qui n'est pas forcément mis en avant dans la bande dessinée, il y a tout un dialogue qui doit s'installer entre moi, Romuald et Pierre, pour que justement ce bâtiment il puisse prendre vie de manière cohérente aussi par rapport à l'univers. Qui trouve sa fonction aussi dans l'univers. Ça, j'allais vous demander, mais je vais peut-être faire apparaître à l'écran la map en même temps qu'on discute, si tu permets. Ouais. Je vais faire ça en même temps. Du coup, toi, par exemple, Romuald, tu lui as fourni des documents, des choses comme ça Ah bah oui, en fait, à chaque fois que Anthony se met à développer, je l'accompagne pour justement le design, parce que tous les bâtiments qu'il développe, il les développe en fonction de mes dessins. Donc voilà, il a mes dessins, il commence, il m'envoie, j'annote, on utilise Miro, je sais pas, c'est une espèce de dashboard numérique sur Internet, c'est-à-dire qu'à partir de documents qu'on met sur Miro l'un et l'autre, je peux commenter, rajouter des photos, de la doc, mettre des flèches, écrire des trucs, etc. Puis on modifie tout comme ça. Et puis souvent, on passe des journées ensemble, je suis à côté de lui, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec lui, je ne fais que dessiner finalement. D'accord. C'est ça. Donc moi, en plus, c'est cette approche toujours qui est en 3D, qui est complètement différente, qui aussi impose à aller se poser des questions derrière sur des angles qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Ouais, attends, Tony, c'est vrai que dans la bande dessinée, finalement, les bâtiments, je m'occupe de l'aspect qu'ils ont dans l'angle où j'en ai besoin dans la case, quoi. Et si on passe pas derrière, le derrière, je m'en fous un peu. On verra ça plus tard. Si on peut passer derrière, là, je me poserai la question. Alors qu'Anthony, lui, il peut pas. Ouais. Il est obligé de se poser la question du bâtiment entier. Et puis, toute façon, et moi, finalement, ça m'intéresse parce que, par exemple, là, le premier paper toy qu'il a fait, c'est la gare de New Cherbourg. Et là, on l'a développé en entier. Et maintenant, je sais comment elle est si j'en ai besoin dans la BD. Ah oui, donc ça sert aussi, du coup, ça marche des deux côtés, quoi. Absolument. Ça, ouais, c'est ça.
Il y a ce côté circulation aussi qui est important, comment la circulation se fait entre les bâtiments. Voilà, en plus, il y a ce côté intéressant, c'est que ça permet vraiment d'aller voir ailleurs aussi les bâtiments qui sont réels. C'est-à-dire que on n'a plus forcément l'habitude non plus de regarder les détails sur les bâtiments, donc il faut apprendre à les regarder différemment. Oui. Et puis on les réinterprète. Par exemple, la gare, c'était pas la SNCF, c'était la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Donc on a changé les logos. Donc Thomas, pour les spectateurs, pas forcément, mais Thomas était à Cherbourg ce midi avec nous. Oui. Donc c'était assez rigolo de le voir à Paris là en ce moment pour le live. Mais Thomas, tu as pris le train? Oui, tu as pris le train. J'ai pris le train. Comme quoi le train fonctionne encore quand même. Voilà. Et donc on en a une preuve. Tu as vu que c'était une espèce de micmac de feu et pour accéder à la gare. Oui. C'est vraiment pas facile. Et par exemple, la nouvelle gare, on a mis simplement une passerelle qui va de la gare au quai du Sud. Et donc, il y a une passerelle qui passe au-dessus de la route, donc on n'est plus du tout embêté par les feux. Mais par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Mais alors moi, je ne sais pas ce que vous montrez là, parce que moi, je ne le vois pas. Mais oui, c'est ça. Ouais. Alors là, j'ai montré quelques photos de toi cet après-midi pour montrer que j'étais bien à Cherbourg. Je vois avec les albums. Et j'ai montré des extraits de découpage. Donc j'ai montré la gare en papier découpé. Ouais, d'accord. J'ai montré le plan 3D tout à l'heure donc sur le lien web Sketch. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir en fait un univers construit sur deux parties, c'est-à-dire une première partie purement virtuelle où on aurait la ville de New Cherbourg en virtuel sur cette map qui nous permet de découvrir les bâtiments et donc de proposer aussi les portefeuilles associés aux bâtiments que les gens pourraient découvrir. Alors dans un premier temps, on est en train de travailler là sur un crowdfunding. Oui. Qui doit voir le jour. Donc on termine justement ce premier bâtiment, on termine ce premier kit complètement et ce premier kit fera partie des lots justement sur le soutien du crowdfunding. Mais on a aussi plein d'autres idées aussi sur la façon dont les gens vont pouvoir aussi nous aider et de la façon dont nous on va pouvoir aussi remercier les gens de nous aider aussi sur cette partie. Comme par exemple chaque bâtiment de New Cherbourg en fait aura une liste de soutien et donc qui sera visible aussi sur ce site internet, sur cette map. On pourra en découvrant le bâtiment découvrir la liste des habitants qui ont permis à ce bâtiment de voir le jour de cette façon-là. Donc voilà. Et du coup, alors Pierre et Romuald, comment vous avez délimité les bases de l'univers, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce que vous vouliez réinventer ou d'autres choses pas du tout réinventées? Est-ce que là, vous aviez fait une sorte de bible, un guide? Non, c'est-à-dire que Pierre a des idées, moi j'en ai d'autres. Et puis, en fait, Pierre, c'est vraiment le maître d'œuvre de l'histoire. C'est vraiment Pierre le scénariste, c'est vraiment Pierre au scénario. Et donc, moi, pendant que je dessine, j'ai des idées. Je les écris, je lui envoie, et Pierre, je propose, il dispose. C'est vraiment ça. Et depuis qu'on travaille ensemble, ça fait quoi, 15 ans au moins, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que, voilà, moi, je fais vraiment confiance à Pierre en matière de scénario. Et voilà, donc je raconte mes histoires, il garde des choses, il en transforme d'autres, il ajoute les siennes. Donc il y a des personnages, les frères Glaciaire, par exemple, qui se transforment, c'est vraiment une idée de Pierre. Le Roule Palace, ça doit être moi. Gus qui élève, par exemple, toute l'histoire de Gus qui élève des oiseaux, etc., ça c'est Pierre. Voilà. En fait, comme on a mené de front le tout premier épisode et l'exposition que la mairie de Cherbourg avait commandée à Romuald, en fait, Romuald a fait une vingtaine d'illustrations superbes qui étaient d'un grand format et qui parlait de l'univers de New Cherbourg qu'on était en train de construire un peu. On était un petit peu... on ne savait pas exactement où on allait à ce moment-là. Et donc, en fait, la part de Romuald a été hyper importante, même au niveau narratif, du fait que, en fait, comme il a fait des illustrations sur cet univers en même temps que moi, je bricolais une petite histoire, en fait, il a déjà posé plein de bases de l'architecture de New Cherbourg. Donc, il avait la rue Albert Mailleux.
il a fait une grande illustration sur la rue Albert Mailleux, qui est devenue la rue Aldabert Mailleux, et moi, j'ai rien fait là-dedans. Il a fait l'illustration du Roule Palace, c'est une des premières qu'il a faites. Et donc, du coup, moi, j'ai fait que m'en servir. Je l'ai trouvé super, donc j'ai fait que m'en servir dans mon scénario. Après, qu'est-ce que tu avais fait? Alors, tu as fait. Hein? Les Grondins? Oui, alors oui, bien sûr. La toute première image qu'il a faite, c'était en rapport avec la fontaine qu'il y a sur la place du théâtre. Et donc, il m'avait envoyé, alors son illustration n'a rien à voir entre guillemets avec les Grondins, mais par contre, au moment où il la faisait, il a remarqué forcément les personnages qui sont sur la statue. Il m'a dit, les personnages qui sont sur la statue, on pourrait les faire intervenir dans la bande dessinée. Et donc, il y avait les Grondins en haut qui avaient l'air plutôt sympathiques et les Varech. Et les Varech en bas qui avaient l'air plutôt antipathiques. Pour le moment, les Varech, je m'en suis pas servi. Et les Grondins, je les ai intégrés dans le scénario. Et donc, en fait, toutes les images qu'il a faites ont quand même un peu balisé l'univers, parce qu'il y a plein de trucs dont je suis plus ou moins obligé de me servir de ces images. Et de toute façon, c'est pas une énorme contrainte, parce qu'il y a plein d'idées dedans. En même temps Romuald, en même temps qu'il dessine, se raconte l'histoire de ce qu'il est en train de dessiner. Donc, il a plein de petites idées qu'il me donne. Moi, j'en garde pas. Il y en a que je mets de côté pour plus tard. Il y en a que j'utiliserai sans doute jamais. Et puis moi, il faut au moins que j'en rajoute au moins autant des miennes. Mais au niveau architectural de la ville, finalement, j'ai pas tant que ça de rôle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être dû, mais sur une case de l'île Pelée, te dire de rajouter 3 bricoles sur la base. À un moment, on n'était pas tout à fait d'accord sur la gare maritime. Ce que j'ai bien compris, en fait, ce que j'ai bien compris, c'est que Romuald, il a envie que les volumes soient soient peu ou prou les mêmes que ceux qui existent vraiment, pour que les gens qui se baladent dans le Cherbourg actuel retrouvent les mêmes volumes que dans New Cherbourg. Donc moi, je voulais remettre le campanile, par exemple, de la gare maritime qui existait il y a, dans les années 30 et qui a été détruit par les bombardements de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il voulait pas, parce que comme il n'est pas en ce moment, donc généralement sur cet aspect-là, et maintenant je te casse plus trop les pieds là-dessus, je crois. J'ai bien compris que la marge de manœuvre était assez faible. Alors, c'est vrai que le Roule Palace, c'est pas une exception, mais en fait, finalement, ça garde à peu près les volumes du Fort du Roule, le Roule Palace. Oui, il y a une verrière dessus, c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est complètement différent du Fort du Roule, mais ça garde quand même malgré tout à peu près les volumes. Et donc maintenant, donc là, je lui ai donné des idées d'ambiance sur Chantraine dans le nouvel épisode, mais je savais dès le départ que le Chantraine, ce serait les mêmes volumes. Et je savais que la scène au commissariat, le commissariat, il aurait les volumes qui sont actuels, et que tu te débrouillerais pour que ça fasse années 30 New York. Ouais, en fait, c'est une espèce de confort, c'est-à-dire que c'est comme si on allait plutôt se soucier de l'histoire, parce que quand même, donc on fait un album par an, 60 pages, je le fais tout seul en couleur, c'est très documenté, etc. Et donc le fait d'avoir ce principe de construction de l'espace, c'est quand même pour moi une espèce de facilité, une espèce de confort, parce qu'à partir du moment où on s'amuse à bouleverser un petit peu tout, pour moi il n'y a pas vraiment de raison de le faire. S'il y avait vraiment une raison de le faire, donc c'est vrai que le Campanile, on s'est un petit peu chamaillé là-dessus, mais je ne pense pas que j'offrirais la même résistance sur d'autres bâtiments si jamais il avait vraiment besoin de quelque chose. Là, c'est vraiment, et je le pense toujours, que ça ne collait pas, quoi. Voilà. Et c'est ce qui est très drôle d'ailleurs dans la façon d'appréhender la ville avec la 3D, c'est que pour moi c'est ce qui est le plus difficile en fait.
de dire qu'on colle le plus possible au réel en termes de volume, en termes de mise en place, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, c'est d'ailleurs là qu'on a le plus d'aller-retour avec Romuald, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que les volumes soient cohérents. Donc, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est plus facile et plus performant en termes de temps, en termes de rendement, d'aller exprimer des volumes différents qui sont faits par rapport à ce qu'on verrait en fait dans le logiciel, quoi. Que là, le fait de reprendre vraiment le réel, ça reste assez compliqué. Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est que d'un support à un autre, c'est complètement différent, quoi. Et du coup, là on parlait de... Pierre, c'est toi qui parlais de pistes que tu gardes, que tu mets de côté. Il y a le tome 3 qui arrive donc en octobre. Je vais mettre le visuel provisoire qui n'est pas validé, mais que vous présentez comme le visuel d'Hotel Atlantico. Est-ce que vous avez déjà la trame globale de l'histoire principale ou le destin, on va dire, des personnages principaux? Est-ce que ça, vous l'avez déjà écrit ou c'est en cours de réflexion Là, j'en suis à la page 53-54 sur 60, donc ça va, la trame, elle est bouclée. Par contre, je dis pas que j'ai pas... je sais pas ce qui se passera dans le tome 4. Je sais que le tome 4 sera différent du tome 3 parce que c'est le principe. J'aime bien qu'on change un petit peu, que deux épisodes qui suivent se ressemblent pas. Mais donc l'histoire de Hotel Atlantico se terminera. Elle tourne autour de l'Hôtel Atlantique qui a véritablement existé dans les années 30 et qui existe toujours. Qui était une étape, oui, qui existe toujours, qui était une étape pour un grand nombre d'émigrants qui se rendaient aux États-Unis et qui avait été créé par des compagnies transatlantiques. Et donc, mais ça tourne autour de l'Hôtel Atlantique, mais pas que en fait. Donc c'est bon. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec les deux premiers tomes, qui est plus terrestre et qui me semblait nécessaire parce qu'à la fin je ne veux pas spoiler le deuxième tome, mais à la fin du deuxième tome, les 3 dernières pages induisaient en fait qu'on laisse passer un temps avant de revoir certains personnages, pour moi. Oui, si on les revoyait tout de suite, ça faisait tomber à plat la fin du numéro 2, quoi. Donc ça allait bien, ouais, ça allait bien avec ce que je pensais, l'idée que j'avais de changer un petit peu d'ambiance pour chaque tome. Oui, c'est ça qui est super, c'est que du coup à chaque tome il y a une trame principale, mais ça ouvre des pistes vers d'autres et les personnages continuent d'évoluer. C'est pour ça que je demandais s'il y avait une espèce de vision parce que ça va continuer à s'étendre en fait. Ça vient au fur et à mesure en avançant en fait, pour moi. L'évolution des personnages qui n'est pas planifiée dès le départ. D'autant qu'en plus, au départ, je ne savais pas s'il n'y aurait qu'un seul fascicule de 28 pages. Après, il y a eu 2 fascicules, donc j'ai essayé. Le premier fascicule, j'ai essayé que l'histoire en elle-même, comme elle coûtait que 5 €, que le lecteur ne se sente pas floué si jamais il n'y avait pas de deuxième tome. Après, comme on a su qu'il y aurait un deuxième fascicule, je me suis dit, bon, je vais essayer de boucler vraiment pour de vrai le premier tome pour que ce soit vraiment cohérent. Donc, j'ai l'impression que c'est à peu près ce qu'on a fait. Et puis après, on a été racheté, enfin, Casterman est venu et on est parti sur le même principe. On en fait un et puis on verra si on peut en faire le suivant, etc., etc. Et chaque fois, mais en fait, on a été assez échaudés par nos autres éditeurs. Donc, en fait, Cité 14, notre ancienne série, on pensait arriver à la fin à un point d'équilibre à la fin de la 3e saison. Voilà. Et donc, à la fin de la première saison, on s'est un peu lâché par notre éditeur. Donc, on a décidé que finalement, le point d'équilibre, il serait, si jamais on trouve un deuxième éditeur, il serait à la fin de la 2e saison. Et depuis, on a un petit peu cette optique-là de pas parier sur un truc à trop long terme, en fait. Ok.
parce qu'on n'est jamais sûr. Et du coup, Anthony, toi, tu parlais tout à l'heure de pistes de géocaching, etc. Est-ce que aussi tu avais pensé, ou est-ce que tous les trois vous avez pensé, à intégrer par exemple dans l'album des QR codes ou des choses comme ça qui pourraient justement, on pourrait se balader avec l'album et trouver en ville des choses ou pas? Non, Alors, faut pas trop de mélange. Non, alors, non, mais pour être Attends. honnête, on en avait parlé. On en avait parlé, mais c'est vrai que après, voilà, c'est non. Non, parce que en fait, non, il faut vraiment pas tout mélanger par rapport à la bande dessinée, par rapport à Casterman, etc. C'est vraiment C'est ça. des trucs très distincts. Non, c'est un truc. Et bon, s'il y avait une proposition, etc., on pourrait y penser, travailler, etc. Mais moi là, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je fais de la bande dessinée avec Pierre. C'est très bien. C'est Anthony qui est venu nous casser les pieds, en fait. Ouais, moi je vais faire votre truc, machin. Donc nous, à la limite, on s'en fout un peu, quoi. C'est lui qui veut s'amuser. Bon, ben, on l'accompagne parce qu'on est gentil. Mais non, nous, c'est la bande dessinée qui nous intéresse avant tout. Et du Mais coup, c'est ouais, de toute façon, c'est ça. C'est un peu c'est là où de toute façon ça a évolué par rapport au début à ce qu'on souhaitait, à ce que je souhaitais en tout cas, enfin souhaitais mettre en place, c'est que finalement on se rend compte que on peut partager des parties de cet univers en fait sans forcément avoir à interférer avec. Là, moi, j'ai aucune intervention, en tout cas même à travers New Cherbourg, à travers la map, sur le scénario de la bande dessinée. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de développer des choses complètement à côté. Ouais. C'est-à-dire que les intentions sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'on Mm. on s'appuie, c'est-à-dire on essaie d'enrichir ce qu'on est en train de notre pratique à nous avec éventuellement ce qui se passe autour. Donc typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, la façon dont Anthony a développé le bâtiment de la gare qu'on n'a pas encore vu dans la bande dessinée. D'un point de vue narratif, nous, ça va vraiment nous aider. Mais Anthony, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il aura envie de développer tel quartier, il y a déjà des choses qui sont faites dans la bande dessinée, donc là, ce sera vraiment utile pour lui. Mais Ouais. Anthony, Et puis, il a envie de faire des tas de choses complètement différentes, ce qu'il disait tout à l'heure, des espèces de jeux, des trucs interactifs, etc., auxquels je ne comprends pas grand-chose et où je suis assez peu client, mais c'est vraiment intéressant malgré tout. oui, et puis ça, pour moi, ça fait vraiment partie de ce côté un peu transmédia aussi. C'est d'aller chercher un peu ailleurs les choses. Et moi, la façon dont j'appréhende comme la ville ou New Cherbourg et je joue avec, c'est vraiment purement de l'architecture en fait. C'est purement, on se pose des questions de volume au début, on se pose des questions de circulation, mais à aucun moment on va se dire bah là il va s'y dérouler telle chose. Non, c'est vraiment. Après, si ça sert à ça et si Pierre il trouve son inspiration dedans, au contraire. Mais c'est voilà, à l'origine c'est pas du tout fait pour ça, quoi. C'est vraiment juste le support de création d'une ville en fait, hein, de la ville de New Cherbourg. du coup, on parlait d'architecture, d'inspiration. Du coup, Romuald, tu travailles comment? Tu travailles d'après photo? Tu vas faire Ouais, des ouais. croquis en ville? Comment tu veux travailler? Ouais, bah en fait, oui, c'est ça. Bah, très simplement, Pierre m'envoie le scénario, je fais la mise en scène, et puis après, bah, c'est tout l'intérêt de faire un truc localement, quoi. C'est que bah, Cherbourg, c'est pas très grand, donc la plupart des trucs, je les fais à pied, j'y vais, et puis je documente les plans en fonction de ce dont j'ai besoin, quoi. Puis voilà. Puis je les utilise dans les cases, quoi. J'enlève les bouts qui m'intéressent, qui me gênent, je redessine par-dessus, etc. Et du coup, tu travailles tout en numérique, tu travailles sur Hmm. tablette, c'est ça? Ouais, c'est ça, en tablette. Ah ouais. Et du coup, Donc, dans la vidéo de présentation dont j'ai mis un extrait au tout début du live, mhm. vous expliquez tous les deux, Pierre et Romuald, que vous essayez de vous inspirer d'anecdotes, vous collectiez de la matière. Ouais. Comment ça marche en fait? Vous faites des balades et vous regardez des lieux intéressants. Comment vous faites pour trier la matière en fait? Ah bah ça, c'est Pierre. Alors moi, comme je disais, alors moi, c'est vraiment visuel, c'est vraiment en me promenant. Je marche beaucoup dans Cherbourg, et puis il y a des trucs qui me toquent, je fais des photos. Et puis, ben, en fait, je continue toujours à raconter l'histoire de ce que je vois. C'est un truc que je peux pas m'empêcher de faire. Et puis après, je synthétise tout ça en propositions que j'envoie à Pierre. Et puis voilà, Pierre les utilise. Mais Pierre a un côté historien beaucoup plus développé que moi. Moi, c'est vraiment visuel, c'est vraiment ludique, c'est vraiment le côté fun du truc. Par exemple, voilà, l'histoire des sculptures
sur la fontaine, voilà, je me dis, le gars qui a sculpté ça, en fait, il les a pas inventés, il les a vus, quoi. Ouais. Donc là, c'est complètement barré. L'histoire de la baleine bleue échouée, ça, c'est vraiment Pierre qui a récupéré ça d'une anecdote réelle de 1934. Où on a effectivement trouvé une baleine échouée, pas une enfin si, un requin pèlerin, enfin bref, un monstre échoué sur une plage de Carqueville, et il a complètement brodé le début de l'histoire à partir de ça. Mais si ça se trouve, c'est toi qui me l'avais raconté, ça. C'est Ah toi qui bah, l'avais pêché sur un Wikimanche ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, Romuald pêche souvent des infos, il me les transmet et puis souvent il les oublie. Donc, il y en a certaines qui sont de lui aussi. Et en fait, moi, je suis pas hyper attaché non plus forcément à la vérité historique. Le dernier Hôtel Atlantico, quand même, on a essayé de prendre plein de choses, même si on les a travesties de manière un petit peu... ben justement, parce que comme l'émigration aux États-Unis, l'arrivée à Ellis, à Island, etc., c'est quelque chose qui est hyper connu et et que tout le monde aime bien. Ça, enfin, c'est quelque chose d'assez romanesque. C'est vrai qu'on a moi j'ai fait exprès de le travestir, de changer un petit peu les pays. Mais par contre, dans ce qu'on raconte, il y a plein de choses qui sont presque exactes et qu'on a pris d'un livre d'un historien local qui est bouquiniste et qui a écrit sur le sujet. Et là, je l'ai amené. Donc, en fait, ça nous a servi de documentation. En partie, c'est un livre sur l'hôtel des immigrants à Cherbourg. Et c'est vrai que c'est une mine qui nous a servi à la fois au niveau graphique, parce qu'on savait un peu plus où on allait, puisque c'est un peu différent quand même les lieux maintenant. Et en même temps, au niveau de toutes les anecdotes qu'on pouvait y trouver, et qui sont assez... là encore assez juteuse, assez romanesque. Mais du coup, pour avoir lu les premières pages donc, du tome 3, je trouve qu'il y a un côté un peu plus dense, il y a un peu plus de personnages, ça devient un peu plus, comme tu dis, documenté sur cette histoire. Peut-être dans les premiers tomes, on avait un côté, peut-être une préoccupation écologique avec les Grondins, il y avait une réflexion autour de là. Là, une réflexion plutôt sociétale, on va dire. Du coup, est-ce que vous sentez qu'il y a un petit tournant, que là, la série commence à s'installer plus fort? Mais moi, je veux pas que ça ait un côté trop sérieux non plus. Hein. Je pense pas que ce soit trop donneur de leçons non plus. C'est juste, mais oui, forcément, je pense que ça reflète un peu, forcément plus ou moins ma façon de penser. Mais ça, c'est une partie de l'album, parce que dans ce troisième album, il sera aussi question de Oui, boxe, de trafic, il y a plein de conneries aussi. histoire d'amour, Oui. Oui, je pense pas que ce soit. C'est quand même. C'est une toile de fond, mais qui est pas. Qui est assez légère, en fait, quand même, malgré tout. Oui, oui. Je trouve. Et du coup, toi, Anthony, est-ce que tu assistes des fois aux séances de travail donc avec Pierre et Romuald, ou tu fais dans ton coin, tu avances un peu comme ça? Alors moi j'avance complètement à côté, hein. Jamais, non pas du tout, en tout cas sur la partie écriture. Après Romuald me raconte un peu ce qui peut se passer dans la bande dessinée quand ça avance. Mais sinon voilà, après, parce que moi j'en ai pas forcément besoin en fait. À part sur quand ça va concerner des lieux ou des choses comme ça. Je repense par exemple sur une image où Romuald était un peu bloqué sur une perspective, où là, voilà, on a travaillé un peu ensemble sur la création de l'hôtel transatlantique. Je sais plus comment c'était Oui, c'était le pavillon central. le pavillon, voilà, c'est ça, ouais, le pavillon central. Et donc, comme c'était une vue un peu intérieure, voilà, là-dessus, je l'ai un peu aidé. Mais sinon, non. Moi, c'est vraiment, voilà, j'avance complètement à côté. Déjà, j'avance par rapport au temps que j'ai de disponible pour le faire, parce que c'est complètement, c'est une démarche complètement bénévole. Donc, c'est complètement aussi par passion en fait, parce que j'ai aimé l'univers dès le début et j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel avec cette ville aussi à la créer et puis à
en faire un personnage en tant que tel, en fait. C'est ce qui était intéressant, c'est que pour les gens, on avait l'impression que la bande dessinée, le fait que ça se déroule à New Cherbourg, c'était aussi un peu devenu un personnage. Donc, j'ai voulu jouer avec ça et continuer à jouer avec ça. Et voilà. Mais sinon, non. Et c'est Romuald le lien entre, Ouais. entre Anthony et moi, parce que moi c'est pareil, je ne participe pas aux séances entre Romuald et Anthony, parce que j'ai dû aller deux fois chez toi, mais Ouais, c'est ça, 2 fois. Ouais. Pour essayer et pour m'amuser, mais à la rigueur, mais par contre j'ai servi à rien. La seule moment où on a travaillé pour de vrai ensemble, c'était à un moment où on avait plutôt l'idée de faire un jeu vidéo qui se passe au Roule Palace. Roule Palace. Et là, ouais. on a eu une ou deux séances où on a carburé à tous les trois. Parce que moi, comme j'y connais rien du tout en jeu vidéo, j'étais curieux de savoir ce qu'il pouvait y avoir comme scénario de jeu qui pouvait s'y passer. Et au contraire, Anthony me disait, non, il faudrait que ce soit un truc qui t'embête pas avec ça, tu réfléchis à l'histoire. Mais ça, c'est plus ce qui est, en ce moment, c'est plus ce qui est à l'ordre du jour, puisque en fait, pas tant que ça, mais la carte actuelle, j'ai pas vraiment ma place parce que j'ai pas vraiment de compétences pour. Mais en fait, c'est compliqué, mais c'est vrai que l'idée du jeu vidéo à la base qui était prévue sur le Roule Palace, c'est vraiment aussi parce que l'idée, elle avance aussi au fur et à mesure qu'avance aussi la bande dessinée ou qu'avance l'univers, en fait. C'est qu'à un moment, voilà, on se dit, parce que l'idée d'en faire, en fait, l'idée générale qui s'est passée par rapport au jeu ou par rapport à l'univers, c'est vraiment que c'est d'avoir aussi ce support ludique pour aller raconter aussi un peu, enfin pour aller voir d'autres façons aussi de jouer avec cet univers, en fait. Donc c'était ça aussi l'idée un peu du jeu vidéo, entre guillemets, quoi. C'était d'aller, là c'était en réalité virtuelle, c'était vraiment d'aller visiter le Roule Palace, d'avoir un mini scénario un peu orienté escape game dans le Roule Palace. Et voilà. Et après, forcément, comme l'univers il évolue et qu'on sort aussi un peu du Roule Palace et qu'on arrive un peu dans la ville, moi aussi, en fait, j'ai envie d'aller voir aussi un peu ailleurs, d'aller voir un peu la ville, d'aller voir ce qui s'y passe. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on construit la ville. Mais une fois, en fait, c'est ce support qui est New Cherbourg, c'est pour ça que c'est cette étape aussi de création qui est importante. C'est qu'une fois qu'on a cette étape de création qui est faite, qu'on a l'univers de New Cherbourg qui existe et qui est plus cohérent, on a en fait dans le jeu vidéo, il y a un terme qui revient et qui est vrai pour les jeux récents qui s'appelle le terme de bac à sable. C'est-à-dire que les jeux aujourd'hui sont des jeux orientés bac à sable, c'est-à-dire que ce sont des jeux dans un univers cohérent, dans une ville ou dans des univers dans lequel on dit qu'il n'y a pas de limite, alors que ce n'est pas forcément vrai, parce que techniquement, il y a toujours des limites. Mais c'est l'idée que les joueurs ont de plus en plus de liberté et d'aller voir de plus en plus loin. Et New Cherbourg, c'est ça, en fait. C'est d'essayer d'avoir ce bac à sable, d'avoir cet univers cohérent, dans lequel, après, on va jouer de plein de façons différentes aussi, et où on a plein d'idées, parce que on a toujours des idées en tête d'escape game aussi par rapport à ça. Sur New Cherbourg. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être travaillées aussi à l'intérieur même de ce support-là, en fait. Moi, je trouve qu'on est bien à New Cherbourg, mais je regarde le temps qui file. Donc, je propose dans les commentaires, si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Moi, je voulais en poser une aussi sur les influences. Donc, je parlais en intro que du coup, le dessin était plutôt franco-belge. On avait cet univers-là, mais on sent qu'il y a quand même des influences aussi comics, etc. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Moi, j'ai pas du tout les mêmes influences que Pierre, mais moi, au niveau dessin, je dessine pas forcément. Je sais pas à quel point, je sais pas si le dessin d'un auteur doit forcément quelque chose à ce qu'il aime. Enfin, j'ai un peu l'impression que des fois, on a le dessin qu'on a, et c'est pas forcément quelque chose qui ressemble à ce qu'on a aimé ou à ce qu'on aime, quoi. Oui. Donc, par exemple, on en parlait chez moi, il y avait la bande dessinée, c'était Hakim et Zambla et Blake le Rock, quoi. Il y avait que ça. Et après, c'était Mickey. Enfin, j'ai été abonné à Mickey et à Pif. Et en fait, je suis pas du tout passé par la case franco-belge. J'ai jamais lu de Tintin ou de Spirou ou de choses comme ça. Je suis passé directement de Pif et Mickey aux comics.
Et puis après, c'était Hugo Pratt à suivre, et des choses comme ça. Et donc toutes les séries, les Peyo, les Schtroumpfs, j'ai jamais lu les Bill, j'ai jamais lu ces trucs-là, quoi. Moi, les trucs que je préférais, alors s'il y a peut-être un peu ça dans le dessin, les trucs que je préférais, mon idole, c'était Léo Baxendale qui dessinait Archibald Rasmot. Alors, je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais bon, voilà. Pardon? Toi, Oui, moi ouais. je connais, c'était dans Mickey, Ah ouais, c'était d'agent secret. J'adorais ça, c'était un truc anglais. Et en fait, ça tourne, au niveau du dessin, il y a quand même ça, on retrouve une espèce de dessin un peu rond et très dynamique, comme une suite de petites courbes, vous voyez, quelque chose comme ça. Et par exemple, Popeye, le Popeye de Ségard, c'est vraiment un truc au niveau dessin, j'adore ça, quoi. Donc ouais, ça, c'est plus ça, en fait, je me sens plus proche de ça que de Tintin, parce qu'on me parle souvent de Tintin par rapport à mon dessin, mais c'est vraiment pas volontaire, quoi. Et toi, Pierre, du coup, tes influences littéraires, où il y a des choses parce que ce côté un peu conte, mais conte un peu détourné, un peu avec pas mal d'humour, pince sans rire, des choses comme ça, est-ce que tu as des influences aussi particulières? Oui, je dois en avoir des centaines, mais je sais pas quelles sont les plus importantes. Non, en fait, il y a des, alors moi, il y a plein d'auteurs franco-belges que j'adore, de Causet à Tilleux et puis ceux qui sont Franquin et compagnie. Oui, moi, j'ai été nourri à la BD franco-belge, mais j'ai rien contre les comics non plus. Je connais un peu moins bien, mais des séries comme Watchmen et j'adore. Et j'ai pas lu beaucoup de mangas, mais il y en a certains. Mais Sony, par exemple, j'aime beaucoup aussi. Je sais pas exactement les influences, je sais pas au juste. Je pense que c'est mélangé, c'est un peu de tout. Je suis pas sûr que ce soit franchement. Je sais pas si c'est si marqué que ça, franco-belge, New Cherbourg. Et quand on regarde les premières pages du tout premier fascicule, en fait, il y a un côté Popeye dans les dessins sur la plage des nageuses et même à d'autres moments on le retrouve. Donc c'est pas si clair que ça pour Romuald aussi. Ah non, mais c'est pas clair du tout, hein. C'est ça qui est bien, c'est ça qu'on aime. Du coup, je vais terminer par une dernière question chacun, un peu. C'est quoi la suite des événements pour New Cherbourg Story au sens large alors? Si chacun voulait dire un petit mot pour conclure. Normalement, le troisième, enfin, Hôtel Atlantico, je pense qu'on est bien parti pour réussir à le finir. Donc, et puis on en fera sans doute un quatrième au moins, et puis on verra après si on en fait un cinquième. Bon, a priori. Moi, j'accompagne l'ami Pierre sur ces scénarios, sur le quatrième. Je vais essayer de continuer à développer des grandes idées, parce que ça reste un truc que je peux faire tout seul, et puis ça me permet d'aller rapidement faire le tour d'endroits qu'on n'a pas encore visités pour éventuellement découvrir des choses, quoi. Voilà. Et puis accompagner Anthony aussi selon les besoins, les opportunités de développement du plan relief. Et donc toi, Anthony, ça sera le crowdfunding, la prochaine étape, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, d'abord, terminer le kit en cours. Il reste à peu près, on va dire un bon mois de travail sur le kit pour le terminer. Et puis le crowdfunding juste dans la foulée en même temps. Et puis voilà, quoi. Et après, continuer, on verra suivant. De toute façon, je prends les choses par étapes, comme j'ai toujours fait depuis le début, c'est-à-dire que voilà, j'ai envie de faire un truc, j'en parle à Romuald. Romuald me dit bah ouais, on y va, on le fait, et puis on le fait, et puis après si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, voilà, on passe sur autre chose. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, quoi. Moi j'aime de toute façon, je crois qu'on a tous ça en commun, c'est qu'on aime notre ville aussi. Donc moi j'aime Cherbourg, même si je suis plus cherbourgeois aujourd'hui, et j'aime intervenir aussi sur ce port-là aussi, quoi. Donc New Cherbourg, c'est justement aussi une façon de travailler sur Cherbourg, mais d'une manière aussi originale. Donc c'est aussi pour ça que je le fais, ouais. Alors moi j'avais écrit une petite chanson que j'ai laissé tomber parce qu'elle n'était pas fabuleuse, et Romuald a commencé à faire un jeu de cartes qui
qui est pas mal, mais qui n'est pas encore tout à fait abouti, si j'ai bien compris. Il manque la partie graphique, mais. Ouais, parce mais que donc, en fait, j'ai voulu, j'ai proposé à un camarade qui est graphiste, qui est spécialisé de l'histoire du dessin à travers les jeux, notamment du Milborn. Et je lui ai demandé s'il acceptait de se pencher sur la charte graphique du jeu, voilà, qui est un jeu de cartes. Donc, voilà. Donc ça c'est un truc qui pourrait être vraiment, vraiment sympa, parce qu'en fait, ce jeu de cartes, j'aimerais que les personnages y jouent dans la bande dessinée, parce que c'est un jeu pensé comme s'il était conçu dans les années 30. Voilà. D'accord. Donc on bidouille des trucs comme ça des fois dans notre. Oui, je précise aussi que d'ailleurs le tome 3 il sera prépublié dans la presse de la Manche encore cet été, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout le mois d'août. Ça doit être de 2 août, 2 septembre ou 3 août, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc 2 pages par jour pendant 30 jours. Voilà, et pour ceux qui n'habitent pas dans cette région, vous le retrouverez donc le 20 octobre. Donc merci C'est à ça. tous les trois. Un grand merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et je précise aussi que l'album sort en Allemagne à partir de la rentrée. Hein, donc le volume 1, ça doit sortir en septembre. Et le volume 2 le 21 décembre, je crois. Ah, super. Et ça c'est une surprise aussi pour nous, parce que voilà, donc ce truc qu'on pensait local, il intéresse des éditeurs allemands, et c'est le même éditeur que Blake et Mortimer en Allemagne. D'accord. De toute façon, comme ça intéressait déjà au niveau français, les gens, même s'ils ne connaissaient pas Cherbourg, moi j'y ai passé la journée aujourd'hui, donc je connais un peu mieux maintenant grâce à toi, mais en vrai, même si on ne connaît pas, on est complètement dedans, il n'y a pas besoin de connaître du coup, la ville. Voilà. Ça s'appellera le port des mystères, du coup ils n'ont pas pris Cherbourg, bien évidemment. Donc, ou un truc comme ça, hein, parce que je ne connais pas trop l'allemand. Ouais, moi non plus, mais je crois que c'est ça. Ouais. Bon, parfait pour le port des mystères. Je rappelle que si vous avez manqué le début du live, vous pouvez le revoir en replay, donc vous avez accès à tout, il y aura la vidéo complète, vous pouvez voir dès le début. Si vous voulez en savoir plus sur New Cherbourg Story, il y a un coup de cœur sur Bubble avec des extraits où j'en dis un peu plus, je parle un peu plus de l'histoire, donc vous pouvez vous faire une petite idée. Donc allez lire ça, et si vous aimez ces lives, ces rencontres, le prochain c'est le 10 juin, jeudi 10 juin, ça sera avec Bruno Duhamel et on parlera de son nouvel album qui s'appelle Fausse Piste, qui sort chez Grand Angle. Eh bien merci à tous, merci à vous d'avoir regardé. Et merci Thomas. Merci à toi. Bonne soirée. Merci de l'invitation. Merci. Bye, à bientôt.